Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette journée spéciale Pouce Carré avec une thématique qui est dévoreur de livres et de séries. Cet après-midi, je vais vous présenter deux corpus. On va commencer par le corpus de la courte échelle. Je ne sais pas si parmi vous, tout le monde connaît la courte échelle ou pas. Pendant que quand je parle, donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat, à me poser des questions, à me faire signe si je suis en pleine lecture. N'hésitez pas à me faire signe, à l'oral ou par écrit. Voilà. Donc, comme je disais, on va commencer par la courte échelle. La courte échelle, c'est une des plus vieilles maisons d'édition québécoises indépendantes. C'est une maison d'édition qui a été créée en 1978 par l'écrivain Bertrand Gauthier. Et c'est la première maison d'édition au Québec à se consacrer exclusivement à la littérature jeunesse. C'est vraiment l'une des pionnières dans le domaine du livre pour enfants, avec les éditions Paulinès, Pierre Tisser et Héritage. On a vraiment chez la courte échelle une philosophie de mettre en avant des grandes plumes et des grands illustrateurs et illustratrices québécoises et vraiment de proposer des univers imaginaires très forts tout en apportant beaucoup de contenu. Donc on va vraiment, vous allez le voir, on a une approche ludique, mais aussi une approche documentaire. Je vais tout de suite vous mettre dans le chat le lien du site internet et du catalogue. Comme ça, vous allez pouvoir vous référer au site pendant que je parle. Et puis, vous le verrez, on a vraiment toutes les tranches d'âge et puis vraiment des séries assez iconiques qui sont propres à cette maison d'édition. Il y a aussi une grande attention qui est portée aux outils pédagogiques. Donc, il y a des fiches d'exploration, des fiches pédagogiques. On va avoir des séries qui sont pensées avec des balados jeunesse, donc on va vraiment travailler différents supports. Quand on va parler de la série Poésie, vous allez voir aussi qu'il y a des contenus vidéo très intéressants. Donc il y a vraiment beaucoup d'outils dont on peut se servir en classe avec les jeunes pour pousser plus loin la lecture. Aujourd'hui, je voulais qu'on commence par une plume et un style graphique d'une illustratrice qui est très très connue. C'est Élise Gravel. Élise Gravel, est-ce que tout le monde connaît? Je pense que, je pense que oui. Donc, Élise Gravel, à la courte échelle, elle a sorti toute une série de petits livres cartonnés. On a le très très célèbre Une patate à vélo, donc plutôt pour préscolaire et maternelle, où on va avoir un petit jeu de questions-réponses avec des situations complètement saugrenues. Par exemple, est-ce que ça se peut une carotte qui prend son bain? Mais non, ça se peut pas. Est-ce que ça se peut un caca qui porte des lunettes? Mais non, ça se peut pas. Et puis donc un jeu de répétition qui va jusqu'à un bébé qui se fait chatouiller. Ah oui, ça se peut. Donc ça, c'est des petits ouvrages très très sympathiques, très drôles, remplis d'humour. On a aussi Je suis terrible, euh, qui met en situation un monstre terrible, mais qui n'est pas très terrible que ça. Donc ça va être vraiment super donc pour les plus jeunes. Et puis, à cause de la répétition, nos tout jeunes lecteurs qui vont commencer à appréhender les mots, il y a des phrases très très courtes, il y a vraiment on peut aller repérer des mots et puis avoir des activités assez rigolotes en parallèle. On continue avec Adopte un GLURP. Donc là, on est toujours dans l'univers très original d'Élise Gravel. Tu veux un compagnon vraiment mignon, amusant et unique, adopte-moi et apprends à t'occuper de moi en lisant ce livre. Donc, on va apprendre qu'est-ce qu'un glurp. Un glurp, c'est un gentil petit monstre que tu peux garder à la maison, tout comme un chien ou un chat. Le glurp est très amusant. Si tu ne prends pas bien soin de lui, tu risques d'avoir des problèmes. Quelle petite peste. Donc voilà, on a une mise en page très très dynamique. Là encore, des textes très courts, teintés d'humour. On apprend à prendre soin d'un animal imaginaire. Donc voilà, Adopte un glurbe, toute une série. Ensuite, je voulais vous parler de La tribu qui pue. Là aussi, est-ce que tout le monde connaît cet album vraiment phare de la courte échelle? Alors ici, Élise Gravel n'illustre pas, c'est elle qui a écrit le texte. La tribu qui pue, c'est vraiment
l'histoire d'enfants sauvages qui se sont réfugiés dans la forêt. On a des personnages super attachants. On va partir à la rencontre donc de toute la tribu. Ça commence comme ceci. Tu connais les enfants de la tribu qui pue? Ils vivent dans les bois, de l'autre côté de la montagne des Grands Pins. Tu sais, près de la carcasse de l'avion qui s'est écrasé en 1938. Ils ont un campement très chouette, composé de petites cabanes de branches sous les arbres, qui ressemblent à des nids d'oiseaux. Ils n'ont pas besoin d'adultes, ils sont super débrouillards. Regarde, les grands savent pêcher et les plus petits cueillent des baies et des têtes de violon. Ils savent faire des feux, trouver des sources d'eau potable et s'orienter grâce aux étoiles. Ils récupèrent les déchets que les imbéciles du village jettent dans la rivière. Ils se font des ballons de soccer avec des sacs d'oignons remplis de feuilles mortes, des casseroles avec des boîtes de conserve, et ils apprennent à lire en déchiffrant les ingrédients sur les sacs de chips. Le reste des déchets, ils les mettent dans une espèce de grand trou qu'ils appellent le dépotoir. Et c'est aussi ce trou qui leur sert de toilette, tu vois. Les enfants de la tribu qui pue ne prennent jamais de bain. Et c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Mais on s'en fout un peu qu'ils puent parce que personne n'est là pour les sentir, à part les animaux. D'ailleurs, les animaux, c'est leurs copains. Ce grand garçon aux cheveux rouges, Laurent, qu'il s'appelle, il a apprivoisé 2 renards. Et Lucie, là, avec les tresses, elle a toujours une couleuvre sur l'épaule. Tu as déjà senti une couleuvre? Ça pue encore plus qu'un enfant sale. La chef de la tribu, c'est cette toute petite fille, Fanette du cou. Elle a l'air de rien comme ça, mais c'est grâce à elle si les enfants de la tribu qui pue sont toujours là au moment où on se parle. C'est elle qui a empêché Yvonne Carré de les capturer il y a quelques années. Donc là, on va découvrir que Yvonne Carré, c'est une institutrice austère, un petit peu revêche, qui n'a qu'une seule idée en tête, capturer les enfants de la tribu qui pue pour les enfermer dans une énorme machine qui les laverait et les faire devenir le plus docile possible. Donc ici, on va avoir l'affrontement entre Yvonne Carré qui trouve des stratagèmes pour capturer toute la tribu. Un jour, elle y arrive et au moment où elle va tous les faire passer à la shampouineuse, on a notre Fanette du coup qui vient mettre son grain de sel au plan, complètement détruire la machine et libérer tous les enfants de la tribu qui pue pour qu'ils puissent continuer à vivre leur vie sauvage, sans contrainte et sans adultes. Donc voilà, une réflexion sur la cohabitation, les règles d'hygiène un petit peu élémentaires, et puis vraiment une galerie de personnages, comme je le disais, qui est super attachant, super mignonne. Ça termine comme ça. Donc, de temps à autre, les adultes acceptent la visite de leurs copains, les adultes. Yvonne Carré, Monsieur Ducoing, Monsieur Duscaveau et Madame Cheval. Surtout s'ils leur préparent un bon gâteau au chocolat avec des framboises et des figurines Pokémon dessus. Donc, tout le monde termine dans la joie. Les adultes du village se dérident un peu et puis les enfants de la tribu qui pue acceptent leur compagnie en échange de sucreries. Ensuite, dans la série d'Élise Gravel, on a des ouvrages à viser un petit peu plus social et documentaire. On a ici Le rose, le bleu et toi, qui est vraiment un livre sur les stéréotypes de genre. Donc ici, on va aller déconstruire un petit peu les clichés entre les filles et les garçons. C'est très très bien pensé pour aborder vraiment la diversité des genres. On peut commencer à le lire à partir de 5 ans. Donc, regarde ces images. Lesquelles de ces choses sont pour les filles, lesquelles sont pour les garçons et lesquelles sont pour tout le monde? Le rose, le bleu, la science, le soccer, les bébés, le ballet, les cheveux courts, les jeux vidéo, les blagues de pète, les fleurs, les livres, les camions. Qui a décidé qui peut aimer quoi? Quand mon espèce sera éteinte, je veux devenir un jouet de garçon. Je suis le roi des couleurs et je déclare que le rose est pour les filles et le bleu pour les garçons. Oui, Votre Majesté. Est-ce qu'on doit absolument obéir à ces règles? Et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Donc là, on va vraiment aller travailler un petit peu l'esprit critique des jeunes et même des moins jeunes. Et puis, ce que j'aime bien dans ces livres-là, c'est qu'on commence les réflexions avec des questions ouvertes. Donc, as-tu entendu quelqu'un dire une de ces phrases? Les garçons sont forts, les filles sont jolies, les filles sont plus obéissantes, les garçons font du sport.
est-ce que ces phrases sont toujours vraies? Est-ce que tout le monde devrait avoir le droit de pleurer, de jouer avec des poupées et de faire du sport? Il y a des filles qui aiment les jeux vidéo, qui aiment être la patronne, et des garçons qui adorent cuisiner, qui ont peur des araignées. Certaines personnes pensent que les garçons et les filles devraient jouer à des jeux différents et porter des vêtements différents. Les garçons ne jouent pas avec des poupées. Mais est-ce qu'on devrait se sentir mal de faire des activités qu'on aime? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire au juste être une fille ou un garçon? Est-ce qu'il faut à tout prix être l'un ou l'autre? Ou est-ce qu'on peut être les deux en même temps? Ou aucun des deux si on veut? Donc vraiment, une réflexion assez poussée euh, sur la détermination qu'on porte au genre et puis aux habitudes sociales qui vont avec. Ça parle aussi voilà, des aptitudes, des orientations de sexualité. On va aborder l'homosexualité. On va aborder aussi les différents modèles familiaux. Donc, on voit des familles avec deux papas, un papa, deux mamans, des ethnies et des religions différentes. Et puis, on va nous donner des informations comme aujourd'hui, il est encore difficile pour une femme de devenir la chef d'un pays ou de diriger une grosse entreprise. La plupart des dirigeants dans le monde sont des hommes. C'est nous qui décidons. Et les hommes ne sont pas encouragés à faire un métier où on prend soin des autres. La plupart des personnes qui travaillent dans les écoles et dans les hôpitaux sont des femmes. Les gens qui ont des identités de genre différentes ne sont pas traités comme les autres non plus. Donc voilà, c'est un peu une ode à la tolérance, euh, à l'ouverture. Et puis, à la fin, on va vraiment avoir des faits intéressants à propos des genres et des vêtements. Par exemple, il y a 150 ans, tous les petits-enfants portaient des robes et des cheveux longs. Voici une photo de Franklin Delano Roosevelt, un des présidents états-uniens lorsqu'il avait 4 ans. En Perse, les hommes portaient des talons hauts parce que ça les faisait paraître plus grands et que c'était plus pratique pour monter à cheval et tirer à l'arc. Donc voilà pour le rose, le bleu et toi. Ensuite, dans cette même série, je vous ai sélectionné C'est quoi un réfugié? C'est quoi un réfugié? On est vraiment un petit peu sur le même principe que le livre précédent. On est vraiment dans une invitation à la tolérance, à la bienveillance. Et puis, comme vous le voyez sur la couverture, il y a un petit sticker à l'écoute, parce que La Courte Échelle fait partie d'une des 9 maisons d'édition à avoir participé à un projet produit par la Puce à l'oreille, qui est une maison de production de balado jeunesse. Et donc, je vais vous présenter une série où, à chaque fois, ces albums-là ont un contenu documentaire audio qui les accompagne. Donc, pour C'est quoi un réfugié? On va avoir le balado Comment bien accueillir un réfugié en classe. Le livre commence comme ça. Un réfugié, c'est une personne comme toi et moi. Les réfugiés ont dû quitter leur pays parce qu'ils y étaient en danger. Certains sont partis pour échapper à la guerre. D'autres se sont enfuis parce que le gouvernement au pouvoir n'aimait pas leurs opinions et leur voulait du mal. Et d'autres encore se sont sauvés parce que là où ils vivaient, des personnes n'acceptaient pas qu'ils pratiquent leur religion ou les détestaient parce qu'ils étaient différents. La plupart des réfugiés auraient préféré rester dans leur pays, avec leurs familles et leurs amis. Mais c'était trop dangereux. En plus, souvent, leurs maisons avaient été détruites et il ne leur restait plus rien. Les réfugiés ont dû se trouver un nouvel endroit pour vivre, et ça n'est vraiment pas facile. Donc voilà, on va suivre le parcours migratoire des réfugiés jusqu'à leur arrivée dans un nouveau pays. Et puis, on va vraiment donner des clés pour faciliter l'intégration, pour partager des histoires. Donc ça, c'est quand même des très belles pistes aussi quand on est dans une classe avec des jeunes migrants ou des familles qui ont une histoire un petit peu singulière. Ça permet vraiment d'ouvrir le dialogue. Ici, on va avoir des enfants réfugiés qui se racontent. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à la fin, on a quelques réfugiés célèbres, comme par exemple Albert Einstein. On apprend qu'il a quitté l'Allemagne nazie en 1932, au moment où les Juifs comme lui étaient persécutés.
Il a trouvé refuge aux États-Unis et ses théories sur la lumière, la gravité, l'espace et le temps ont complètement bouleversé notre vision du monde. En 1964, alors qu'il était adolescent, Freddie Mercury a quitté Zanzibar avec sa famille afin d'échapper à une violente révolution. Il s'est installé en Angleterre et y est devenu une vedette rock. Son groupe Queen continue à faire chanter et danser les gens dans le monde entier. Donc voilà, une petite galerie de personnages inspirants pour illustrer le propos. Toujours dans cette série à l'écoute, il va y avoir l'album La saga des trois petits pois. Donc la saga des trois petits pois, c'est un album super ludique pour parler de la transformation agroalimentaire. C'est un sujet qu'on aborde rarement, mais c'est assez intéressant pour répondre aux questions de comment sont faites toutes les choses qu'on consomme. Et puis, on va partir à la rencontre de Jean-Jacques Réal et Donald. On nous dit « Il était une fois trois petits pois ». Ils appartenaient à une famille de 9 pois verts qui vivaient ensemble sur plusieurs paliers dans une gousse. Cette gousse était accrochée au sommet d'un plan et elle se balançait gaiement, Mais pas n'importe quel plan. Très précisément, le 18e plan du 6e rang, en prenant à droite lorsqu'on entrait dans le champ. L'adresse de cette gousse pourrait sembler un peu compliquée, mais le facteur s'y retrouvait sans aucune difficulté. Donc, dès le début, on voit que même si le niveau de vocabulaire est assez accessible, on a quand même des termes assez précis. On va nous parler de gousses, de brontosaures, de plants. Ici, on les suit qui sont écossais. Hop. Ils se retrouvent tous dans une benne, donc on suit vraiment leurs aventures. Ensuite, le semi-remorque les emmène à l'usine de transformation. Ils se retrouvent dans des cuves de lavage. Et puis, il y a quelque chose que j'aime bien à la fin de la saga des trois petits pois, c'est qu'on a des blagues de pois chiches. Donc ça, c'est pareil comme façon un petit peu humoristique de pousser la lecture. On a par exemple, comment appelle-t-on un pois chiche qui a beaucoup d'argent? Un pois riche. Qu'est-ce qui est beige et qui monte et qui descend? Un pois chiche dans un ascenseur. Ou sais-tu ce qui est beige et qui s'écrase contre les murs? Un pois chiche qui se prend pour un pois vert fantôme. Je voulais vous faire écouter un petit extrait du balado pour que vous puissiez voir. Je vais mettre le balado avec un prochain album plutôt. Le prochain album, c'est Le pelleteur de nuages de Simon Boulris. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le connaissent? Non? Alors, bon, Simon Boulris, c'est vraiment une plume assez très très célèbre, iconique, qui a toujours énormément de poésie dans ses écrits, beaucoup de bienveillance aussi et d'humour. Ici, on va partir à la rencontre de Elliot, un jeune garçon qui a une singularité physique. Ça commence comme ça. Un jour en classe, j'ai vu un enfant tirer sur ses manches pour cacher ses doigts. Je lui ai demandé s'il avait froid. Il m'a répondu que non, qu'il ne voulait simplement pas qu'on voie ces taches blanches causées par le vitiligo. Toi qui cachais tes mains, toi qui ne devrais jamais avoir honte de ça, ce livre est pour toi. Elliot a une passion pour les nuages. Il les aime tous. Les gris sombres qui froncent les sourcils avant l'orage, les colorés qui se pavanent comme de grosses fleurs d'odieux au coucher du soleil, les cotonneux qui s'étirent paresseusement comme des chats. Souvent, quand Elliot décrit les nuages, son père l'appelle le poète. Le printemps, l'été et l'automne, quand il fait beau, Elliot et son père se couchent le dos contre l'herbe. Ils pointent un index vers les nuages. Le doigt du papa est brun chocolat avec de la terre sous l'ongle. Celui d'Elliot est presque de la même couleur, mais par endroits, le chocolat au lait de sa peau semble taché de gouttes de chocolat blanc. Celui-là ressemble à un cornet de crème glacée, dit Elliot en pointant un nuage avec 3 boules. Ça te donne faim, hein, rigole son père. Quand Elliot se prend pour un poète, son père le surnomme le pelleteur de nuages. Le garçon ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il aime bien l'expression. Il s'imagine pelleteur professionnel, en habit de neige, juché au sommet des plus hauts pylônes électriques pour atteindre les nuages avec sa pelle. Il s'imagine déblayer le ciel, faire des montagnes de nuages pour dégager le bleu des cieux comme une déneigeuse libère les routes en laissant des bancs de neige de chaque côté. Ça lui rappelle que la première neige va bientôt tomber sur sa maison. Et cette pensée lui met le cœur en joie.
Elliot adore la neige. Pour lui, c'est comme des nuages qui s'effilochent en confettis de Watt. Il a hâte d'enfiler ses bottes lunaires, sa combinaison rose, jaune et bleue et sa tuque tricotée par sa grand-mère. Donc, tout au fil du livre, on va suivre Elliot qui nous détaille un petit peu comment il vit avec ses taches sur son corps. Il y a vraiment beaucoup de métaphores dans le livre, donc ça, à travailler avec les jeunes, c'est assez intéressant. Il nous parle des mains de ses parents. Il y a vraiment des perspectives par rapport aux arts visuels. Et puis, on le suit au fil de ses pérégrinations. Elliot revient de l'école les mains dans les poches et une boule dans la gorge. La dépigmentation de la peau s'est propagée jusqu'au poignet. Jusqu'où cela ira-t-il? Si toute ma couleur disparaît, est-ce que je vais disparaître moi aussi? Se demande-t-il inquiet. C'est cette nuit-là que tombe la première neige. Elle recouvre le toit de la maison d'Eliott comme si un nuage était venu y faire dodo et avait refusé de se lever au petit matin. Plein de nuages font la grasse matinée sur la chaussée aussi. C'est ce que se dit le garçon en regardant par la fenêtre de sa chambre. Le garçon est si content qu'avant même d'avaler son petit déjeuner, il enfile sa combinaison, ses bottes, sa tuque et ses mitaines, et il sort avec sa pelle. Il déblaye le balcon en lançant la neige dans les airs. Il imagine que les flocons tourbillonnent vers le ciel et reconstruisent les nuages, créant des formes étonnantes. Il pèle avec ferveur tellement que la neige se faufile sous ses mitaines. En les retirant, Elliot remarque que ses mains semblent plus blanches que jamais, comme si la neige avait déteint sur lui. C'est à ce moment-là qu'il a une illumination. Elliot entre en courant faire part de sa révélation à ses parents. Papa, maman, je sais pourquoi j'ai des taches blanches sur la peau. C'est parce que je suis un vrai pelleteur de nuages. Moi aussi, je suis un travailleur rigoureux. Ses parents sourient, fiers de lui. Leurs 4 grandes mains, tachées de terre et d'huile, le cajolent de partout. Elliot arrive à l'école muni de ses grosses mitaines colorées. Dans le corridor, il retire son armure d'hiver. Comme d'habitude, ses mains suscitent des remarques. Certains disent Oh, des mains de clown. D'autres ajoutent Non, de mime. Elliot repousse les manches de son chandail jusqu'au coude et entre fièrement dans sa classe en affirmant Non, ce sont des mains de pelleteur de nuages. Il pense tout bas D'ailleurs, ce soir, j'ai du travail. Je vais aller déblayer le ciel pour que demain, il fasse plein soleil. À la fin, on a un petit mot informatif sur le vitiligo. On nous dit le mot vitiligo vient du latin vitillum qui signifie tache blanche. C'est une maladie qui se caractérise par une décoloration progressive de la peau. Environ 5 personnes sur 1000 en sont atteintes. Cette maladie peut toucher tout le monde, peu importe le sexe ou la couleur de la peau, mais elle n'est pas contagieuse. Le seul symptôme de cette maladie est la formation de plaques blanches sur la peau. Ces taches ne piquent pas et ne sont pas douloureuses. Le vitiligo ne se guérit pas, mais sa progression peut être ralentie par différents traitements. Ceux qui en souffrent ont parfois honte de leurs tâches. Ils ne devraient pas, car ce sont souvent de petites imperfections qui nous rendent uniques. Donc voilà, une belle réflexion sur l'acceptation de soi euh, et puis le fait qu'on soit unique. Donc justement, en lien avec cette thématique « Je suis unique », je voulais vous faire écouter, je vais vous partager tout de suite le lien dans le chat. Et puis, je vais mettre pour quelques minutes en partage d'écran pour qu'on écoute un petit morceau du balado. Je vous en ferai écouter un avec un sujet un petit peu différent tout à l'heure pour que vous voyez vraiment qu'il y a dans cette série-là, en tout cas, plusieurs tons et plusieurs outils qui peuvent accompagner la lecture. Alors voilà, ce sera pas long. Si vous entendez pas bien pendant l'extrait, n'hésitez pas à me faire signe. Voilà, je vais juste vous montrer que quand on est donc sur le site de la puce à l'oreille et qu'on clique sur un balado, donc vous voyez, vous avez le livre ici, et puis quand vous descendez, vous avez à chaque fois des fiches pédagogiques disponibles et gratuites, et pour les professeurs, et pour les élèves. Donc c'est parti, je parle extrait. À l'écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. Tout le monde entend bien? Je suis unique. Un balado en complément de l'album Le Pelleteur de nuages, écrit par Simon Boulris, illustré par José Bisaillon,
Publié Ah, aux le son est éditions La Cour saccadé. des Chais. Je suis unique. Oyez, oyez, humains et humaines, j'ai un message très important à vous livrer. Savez-vous ce qui nous unit tous et toutes depuis le début de notre existence? À part bien entendu notre amour unanime pour le chocolat. Le chocolat. Ce qui nous unit, c'est le partage de cette caractéristique commune. Nous sommes tous et toutes différents et différentes. Révélation, n'est-ce pas? Hein? Attends, quoi? T'es pas étonné? Tu veux dire que tu étais déjà au courant? Tu savais déjà qu'on était tous et toutes différentes? Eh bien, ouvre grand tes oreilles, parce que ce n'est pas tout. J'ai encore plein de choses à te raconter sur le fascinant sujet des différences et de l'acceptation de soi. Si tu le veux bien, commençons ce balado avec la définition du mot différent selon le dictionnaire. Différent, ce qui distingue un être ou une chose d'un autre. Dans mon dictionnaire à moi, on pourrait aussi traduire ça par c'est tes différences qui font de toi ce que tu es, un être unique. Oyez, oyez, humains et humaines, j'ai un autre message très important à vous livrer. Nous sommes tous uniques. D'ailleurs, savais-tu que même les jumeaux identiques ne sont pas tout à fait pareils? Ils ont eux aussi de petites différences, comme les empreintes digitales. Et toi, es-tu capable de faire la liste de tes petites différences qui font de toi une personne totalement unique? Est-ce que tes pieds sont aussi grands que ceux d'un Yeti? Est-ce que les taches de rousseur sur ton visage donnent l'impression de regarder la Voie lactée? Est-ce que tu as toujours envie de bouger, sauter, courir, trépigner, sans jamais t'arrêter au point que parfois t'en étourdis la galerie? Ou est-ce que, comme moi, tu as un rire bien distinctif? Ouf. Donc voilà, un petit extrait qui vous permet de voir comment on peut aborder le sujet avec les élèves et puis vraiment se poser des questions sur quelles sont nos particularités, si on a des complexes, les aborder de façon bienveillante et ouverte. On va continuer avec les albums qui font partie de la série à l'écoute avec Albertine Petit Brin d'Amour, Déteste les choux de Bruxelles. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui le connaissent aussi. Celui-là, c'est devenu un classique. Il a gagné le prix des libraires en 2022. Ici, c'est des illustrations absolument à croquer de Élodie Duhameau qui nous emmène à la découverte d'une petite héroïne haute en couleurs qui s'appelle Albertine Petit Brin d'Amour. Alors, Albertine Petit Brin d'Amour, elle adore faire des listes. Elle a une liste de ses mots favoris: cacahuètes, hurluberlu, moufette, croquignol, babine, zizanie. Donc ça peut être aussi une piste à proposer aux plus jeunes de se faire un petit peu des portraits chinois de qu'est-ce qu'on n'aime pas, de se faire des listes. Et puis, mais il y a une chose que vous ne trouverez jamais au grand jamais sur une des listes d'Albertine: les choux de Bruxelles. Parce qu'Albertine Petit Brin d'Amour déteste les choux de Bruxelles. Albertine est championne pour les repérer, qu'ils soient dissimulés parmi les haricots verts et les brocolis, camouflés à l'intérieur d'une omelette ou blottis sous une couette de patates pilées. Albertine les démasque tout de suite. Parfois, les choux de Bruxelles la dévisagent, fanfarons, moqueurs, frondeurs. Albertine ne se laisse pas intimider. Elle les utilise comme billes, comme balles de mini-golf, ou encore comme yeux pour ses bonhommes de neige. Chaque fois qu'ils sont au menu, ces petits chenapans font tout pour semer la dispute. Ils sont pleins de vitamines, dit maman. Ils sentent les pieds, répond Albertine. Ils nourrissent le cerveau, dit maman. Ils ressemblent à des cervelles de troll, répond Albertine. Ils sont verts comme des émeraudes, dit maman. Non, ils sont verts comme des crottes de nez d'ogre, répond Albertine. Ils sont verts comme tes super-héros préférés. Qui sait? Peut-être même qu'ils pourraient te donner un super pouvoir, suggère maman. Ces derniers mots font réfléchir Albertine. Et si c'était vrai? Albertine mange déjà des épinards pour renforcer ses muscles afin de pouvoir sauter aussi haut qu'un kangourou. Elle mange aussi des carottes pour mieux voir dans le noir. Alors quel super pouvoir pourrait bien lui donner des choux de Bruxelles? Mais surtout, quel plat pourrait la motiver à en manger? Donc,
On va suivre Albertine qui cherche un petit peu quel super pouvoir ça pourrait lui donner. Et puis, elle trouve enfin une recette de muffins aux choux de Bruxelles. Des choux de Bruxelles mélangés avec beaucoup de cassonade. Peut-être que ça peut être délicieux. Donc, elle se met à engloutir toute une fournée de choux de Bruxelles. Et puis, elle est un petit peu déçue. Elle a toujours pas de super pouvoir. Elle se dit qu'elle s'est bien fait avoir jusqu'à ce que on se rende compte que ça lui a donné le super pouvoir de faire des absolument énormes pets. Donc, elle se met à aimer les choux de Bruxelles. En bonus, à la fin, on a la recette des muffins aux choux de Bruxelles et, comme je le disais, un balado à l'écoute sur comment se construit notre goût, donc comment on peut détester des choses quand on est jeune et puis les adorer en grandissant, comment se construit les papilles. Enfin, il y a vraiment beaucoup de contenu un petit peu scientifique à explorer avec ça. Et puis, on peut vraiment se dire avec la classe, quel aliment vous n'aimez pas, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme recette pour que ça passe mieux. Il y a vraiment l'idée, donc comme je le disais, des listes un petit peu du portrait qui peut s'inscrire aussi dans les activités ludiques à faire avec Albertine, Petit Brin d'Amour. Ensuite, puisqu'on est dans les séries, je reste pour le moment dans les albums jeunesse. Donc ceux-là sont hors de la série à l'écoute, mais on a ce petit duo de Bob le Bobo et Ratatin. Ici, ce sont des histoires qui sont écrites par Mélina Schönborn. C'est super drôle. Là encore, on est prématernelle, premier cycle du primaire. Oui, préscolaire, pardon, maternelle et premier cycle du primaire. Ici, on a Bob le Bobo. On va personnifier un bobo qui s'ennuie, qui a froid, qui joue tout seul, qui ne trouve personne sur qui se poser, jusqu'à ce qu'il arrive. Attendez. Jusqu'à ce qu'il arrive sur le genou d'un petit garçon. Et puis là, on va prendre soin de lui, on va le soigner, on va lui mettre un doux pansement. Il accompagne son nouveau propriétaire jusqu'à ce qu'il guérisse. Donc, il change d'habit un petit peu tous les jours, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Le lendemain, en se réveillant, le petit garçon regarde son genou. Bob le Bobo n'est plus là. Bob est sur le rebord de la fenêtre avec son baluchon. « Tu t'en vas ? Au revoir, petit garçon. »« Au revoir, Bob. On va se revoir bientôt, c'est promis. » Donc ça permet de dédramatiser les petits chagrins, les petites blessures. Et puis ici, on a Ratatin. C'est quand même super original. Ici, on a une histoire d'éponge de bain avec Ratatin qui adore prendre son bain. Mais Ratatin, il adore tellement prendre son bain que il finit par épuiser la réserve d'eau du village. Oh, pardon. Un jour, il n'a plus d'eau, c'est la sécheresse. Donc, les habitants du village ne peuvent plus faire pousser leurs légumes, faire leur vaisselle, abreuver les animaux, jusqu'à ce qu'un jour, il se remette à pleuvoir. Malgré ça, ils se réunissent et ils demandent à Ratatin de plutôt se baigner dans le lac, plutôt que d'aller tarir toutes les réserves d'eau. Donc voilà, on a une petite fable sur la conscience écologique, le bien vivre ensemble. C'est super mignon. Là aussi, le niveau de langage est très accessible. Et puis, on peut vraiment se poser des questions avec une classe. Qu'est-ce qui peut arriver à un Ratatin, à une éponge de bain? Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Donc, on peut faire découvrir le livre en plusieurs fois. Ensuite, pour les un peu plus grands, on a Draculota. Draculota, c'est une des nouveautés de la fin d'année 2023. Donc, il est sorti à peu près en même temps qu'Halloween. Il y a une très belle saisonnalité pour les histoires de vampires. Là aussi, on est dans une histoire super mignonne et super drôle avec une galerie de personnages super originaux. On a Draculota. Draculota, on nous dit que c'est la fille d'un mystérieux comte qui habiterait en Scandinavie et qui a 2 grandes canines. On ne nous dit pas son nom, mais je vous laisse deviner qui c'est. Donc, il était une fois une petite famille qui habitait une grande maison. Il y avait la maman, Carotide.
Il y avait le papa qui préférait taire son nom et leur fille, Draculota. Draculota avait une jolie chambre où s'entassaient tous les jouets dont une fillette pouvait rêver. Pardon. Elle avait comme animal de compagnie une adorable chauve-souris appelée Nicole. Cette histoire pourrait s'achever ici, tant tout semble parfait. Mais rien n'est plus faux, car la pauvre Draculota mourait d'ennui. Je veux une amie, criait-elle sans cesse. Si j'avais une amie, je pourrais m'amuser toute la nuit. Les rues grouillent d'étranges créatures, lui répondait sa mère. Pourquoi ne joues-tu pas avec elles? Elles sont nulles, s'exaspérait Draculota. Les squelettes ne sont que de vilains tricheurs. Ils ne me laissent gagner à aucun jeu. Et les zombies, continuait sa mère, ceux-là, ils ne veulent jouer qu'à croque-fillette, ça devient lassant à la fin. Et les fantômes ont la mauvaise habitude de disparaître à tout moment. C'est insupportable. Donc, on va suivre Draculota et Nicole, sa chauve-souris, qui s'ennuient profondément parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui jouent quand la nuit tombe. Un jour, elle a une espèce de bonne fée assez particulière qui s'appelle Mimolette, qui arrive dans la maison et qui lui dit « Dessine ton ami idéal ». Donc, elle va faire un dessin, comme ici. Elle va dessiner Harrison, et Harrison va prendre vie. Et puis, elle va vite se rendre compte, quand Harrison prend vie, que elle l'a un petit peu dessiné mal fichu. Elle lui a pas fait d'oreille, donc elle n'entend rien. Elle n'a pas de coude ou de genou, donc elle peut pas jouer, elle peut pas plier les jambes, elle peut pas plier les bras. Elle a des cheveux tellement pointus que elle la pique dès qu'elle s'approche. Et puis Draculota, elle a quand même assez mauvais caractère. Donc il y a beaucoup de chicanes, il y a beaucoup bah, c'est ça, d'incompréhension. Elle se rend compte que elle était peut-être mieux toute seule. Enfin, il y a plein de traits d'humour pendant la lecture. Comme vous le voyez, le niveau du texte est quand même un peu plus dense. Il y a de quoi faire une lecture assez théâtrale, de lire à plusieurs voix. Donc là, ça peut s'adresser aussi bien à des jeunes lecteurs qui commencent, et puis ça peut être un espèce de petit roman illustré. Enfin, on peut s'en servir comme ça, autant que d'un album. Et puis, à la fin, elles finissent par trouver un terrain d'entente et elles vont terroriser tous les loups-garous et tous les zombies de la ville. Donc voilà, petit conte halloweenesque, très très marrant. C'est illustré par Baptiste Amsalen. Baptiste Amsalen, moi, c'est un illustrateur que j'adore, qui a beaucoup travaillé avec les maisons d'édition québécoises, qui a un trait assez particulier qu'on aime bien. Ensuite, dans la série, bon, là, ça va être vraiment dans les classiques. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent cette série qui s'appelle De petites à grandes. Oui, non. Donc ça, c'est une série documentaire pensée à la courte échelle. Ce sont des traductions. Et ici, on va vraiment avoir une galerie de personnages. Je pense qu'on a près de 25 exemplaires déjà. Donc, on va avoir des hommes et des femmes de partout dans le monde, de toutes les générations. On a des contemporains, comme par exemple Mae Jemison, qui va être la première femme noire à avoir été dans l'espace. Mais on a aussi Amelia Earhart, Lucy Maud Montgomery, Rosa Parks. Donc ici, on va aller explorer des artistes, des scientifiques, des musiciens, des militants. Il y a vraiment, comme je le disais, un petit peu toutes les disciplines qui sont regroupées, oui. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec cette série-là, c'est qu'on va vraiment suivre tout le parcours de ces personnalités-là, de leur enfance à leur adolescente. On va parler un petit peu des éléments déterminants qui sont arrivés dans leur vie. Et puis vraiment, les illustrations à chaque fois sont à croquer, ça vient bien soutenir la lecture. Donc on peut les lire à partir du préscolaire ou du premier cycle, mais quand on a un travail de recherche documentaire, ça peut aussi être intéressant pour des élèves un petit peu plus vieux. Ici, pour Mae Jemison, ça commence comme ça. Mae est une petite fille brillante qui vit avec ses parents, son frère et sa sœur dans un modeste appartement de Chicago aux États-Unis. Ses rêves sont infinis, aussi vastes que le ciel étoilé qu'elle adore observer. À l'école, quand on demande aux élèves quel métier ils choisiront plus tard, la plupart répondent infirmière, pompier ou professeur, mais à d'autres projets. Elle veut devenir scientifique. Son enseignante pense que c'est un objectif très difficile à atteindre, mais May ne se laisse pas décourager. Quelques années plus tard, May sort de la ville à l'occasion d'une classe verte.
En écoutant les explications de son professeur sur les étoiles, elle comprend qu'elle est une toute petite partie de l'univers. Elle a très hâte d'aller à la bibliothèque pour en apprendre davantage sur les secrets de l'espace. Un jour, Mai choisit un livre très spécial, un roman de science-fiction. Elle y découvre un monde imaginaire où les humains explorent d'autres galaxies. Cette nuit-là, elle rêve que c'est elle qui voyage dans une fusée. Chaque jeudi, après son cours de danse, Mai s'assoit devant le téléviseur pour regarder son émission préférée, une série de science-fiction se déroulant dans un vaisseau spatial. Elle aime particulièrement le personnage de la lieutenante Nyota Uhura, qui lui ressemble beaucoup. Les choses sont malheureusement très différentes dans la réalité. À cette époque, aucune femme ni personne noire n'a encore jamais été envoyée en mission spatiale. Mais se dit que si des extraterrestres observent nos astronautes, ils doivent penser que la Terre est seulement peuplée d'hommes blancs. Donc voilà, on suit tout le parcours de Mae Jemison, dans ses études, dans ses voyages, dans tous ses accomplissements. On voit qu'elle est médecin jusqu'au jour où elle embarque pour sa première mission. Et puis, à la fin de tous les deux petites agrandes, on a un vrai portrait de la personnalité qu'on aborde avec un texte biographique qui est un petit peu plus poussé. Donc ça, c'est aussi super intéressant en classe de dire, peut-être vous pouvez choisir quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage ou alors un sportif, une personnalité qui vous inspire profondément. Et puis, on peut aller essayer de travailler sa vie en BD, on peut aller essayer d'illustrer un petit peu son environnement si on a envie de travailler les arts visuels, ou alors vraiment d'avoir ce principe-là, d'écrire une biographie. Hop, je vous remontre une autre page avec Rosa Parks. Mais d'avoir une biographie un petit peu plus synthétique. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Puis vraiment, tous les élèves peuvent s'y retrouver à cause de la grande diversité de personnages qui est présentée. Il y a vraiment de tout. Donc voilà. Pendant qu'on est dans l'espace, toujours dans l'idée des séries, il y a deux albums BD documentaires qui sont parus à la courte échelle que j'adore. C'est une visite guidée du système solaire et une visite guidée de l'univers. Donc ici, on va monter à bord du Canopus avec une jeune astronaute qui s'appelle Stella. Voilà, donc ça commence par des pages avec une mise en page très dynamique. Pardon, un style crayonné. Bonjour et bienvenue à bord du Canopus. Mon nom est Stella. Je serai votre guide pour la grande tournée du système solaire. Est-ce qu'il s'agit de vos premières visites dans mon coin de la galaxie? Oui, merveilleux. Attachez vos ceintures, nous allons décoller. Yiha! Le système solaire, c'est l'ensemble des astres qui tournent autour du Soleil, qui est notre étoile à nous, les terriens. Ça va du plus petit grain de poussière à la plus grosse planète. La visite vous fera découvrir le Soleil et ses 8 planètes, des lunes, des astéroïdes et des comètes alouettes. Il y a plein de choses à voir dans le système solaire, vous ne serez pas déçus. À la table des matières, on a la Voie lactée, les planètes, donc vraiment toutes les planètes. On a aussi Pluton, les planètes naines, les lunes du système solaire, la formation de système solaire, les exoplanètes. Donc ici, on a des textes assez courts, assez condensés, mais du vocabulaire scientifique assez poussé. On a des très très belles images réalistes, des vraies photos de l'espace. Et puis, on va en apprendre plus sur la composition gazeuse, sur la densité, sur la température de chaque planète. Donc, c'est quand même des super ouvrages documentaires. Ça se lit très très bien pour les jeunes lecteurs. Voilà, ici les aurores boréales. Et puis pour les passionnés d'astronomie, on a vraiment quand même des informations assez pointues. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de la visite guidée du système solaire. On reprend ici le même principe avec une visite guidée de l'univers. Donc dans une visite guidée de l'univers, on va vraiment aller aborder qu'est-ce que c'est qu'une galaxie. Et puis, hop, on va aller pousser un petit peu plus notre découverte avec, par exemple,
l'alpha du centaure, le nuage d'Oort. On reprend le même style graphique avec des bulles et puis des petits encadrés qui viennent vraiment ponctuer la narration et la découverte. Voilà, des petits schémas assez synthétiques. Et puis vraiment des super belles images dans lesquelles on a envie de se plonger, quoi. La nébuleuse d'Orion. Voilà pour la série documentaire sur l'espace à la courte échelle. Dans les documentaires, je voulais aussi vous présenter Stéréotypes aux commandes. Là aussi, on va un petit peu comme dans Le Rose, le Bleu et moi, aller décrypter qu'est-ce que c'est que les identités de genre et que les identités sexuelles. Dans l'introduction, on nous dit « Dès notre naissance ou presque, notre cerveau étiquette et trie tout ce qui nous entoure. Ces petites choses à quatre pattes qui aboient, ce sont des chiens. Ces objets qui rebondissent, des balles. Un jouet, ce n'est pas de la nourriture. Même si ce sont tous deux des aliments, le gâteau et le lait sont bien distincts l'un de l'autre. Ces catégories sont souvent très utiles. Sans nous, nous resterions perplexes devant nos vêtements, à nous demander lesquels couvrent les jambes et lesquels les bras. Dans nos trousses, quels sont les objets qui écrivent et ceux qui effacent. Cependant, nos cerveaux ne se contentent pas d'étiqueter les choses, ils étiquettent aussi les gens. Et c'est là que ça se complique. Quand on associe des personnes à un groupe en supposant que tous les membres de ce groupe possèdent les mêmes traits communs, on leur accole des stéréotypes. Donc on vient vraiment expliquer ce que c'est qu'un stéréotype, ce que c'est qu'un cliché. Et puis, on a des chapitres à chaque fois donc sur la réalité et les illusions. On a vraiment des espèces de glossaires pour venir enrichir le vocabulaire. On a un historique des grands penseurs qui ont réfléchi à la question. Donc voilà, ça pour les plus grands, c'est un livre assez sympa pour vraiment ouvrir le dialogue. Là aussi, on est dans une belle ouverture par rapport à la diversité, à la tolérance, avec quand même des illustrations qui permettent de donner envie, même si le contenu s'adresse plutôt aux adolescents, je dirais à partir de 12 ans. Donc, c'était pour les documentaires de la courte échelle. Ensuite, on va passer vraiment du côté des romans jeunesse. Donc, j'ai sélectionné d'abord pour les jeunes lecteurs une série qui s'appelle Félicien. On va avoir Félicien et la grosse pomme, Félicien et la grotte et Félicien et les baleines. Pour les jeunes qui sont vraiment en apprentissage de la lecture, donc première année, deuxième année pour les lecteurs qui ont plus de mal, du primaire, c'est absolument super. C'est écrit par Fanny Britt. À chaque fois, on retrouve le même personnage, donc on peut s'identifier. On a une petite présentation au début, on nous dit « Félicien a 6 ans, il est curieux comme une belette et drôle comme un singe. Il jette ses couvertures par terre quand il dort, et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est partir en voyage avec ses parents. Papa s'appelle Tom. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est Félicien, les ratons laveurs et la musique. Maman s'appelle Anne. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est Félicien, les livres et les choux à la crème. » Et puis, donc, on va suivre Félicien ici, qui part en vacances dans le Saguenay, à la découverte des rorquals et des belugas. On a des petites illustrations à croquer. On a des mots assez courts. C'est très, très bien pensé parce qu'on a une ou deux informations par page pour vraiment s'assurer de la compréhension et du déroulement. Et puis, on peut vraiment avoir des petites activités d'improvisation avec ces livres-là. Une fois qu'on a présenté les 3 tomes, on peut par exemple mettre les jeunes en groupe et puis leur dire mettez en scène des extraits ou bien devinez quel autre titre il pourrait y avoir dans l'histoire de Félicien. Après qu'il soit parti à New York, dans le Saguenay, et visiter une grotte, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Donc voilà, ça met vraiment le pied à l'étrier. On a aussi des classifications avec les niveaux, comme vous le voyez à l'écran. Donc ça peut vraiment permettre de nous guider aussi par rapport au niveau d'autonomie qu'ont nos jeunes pour voir quel tome de Félicien on leur met entre les mains en premier. Ensuite, entre le premier roman et le roman graphique, on va avoir Marcus et le gecko. Alors, gecko, je ne sais jamais comment on dit.
Si vous avez un avis, vous pouvez me le dire dans le chat. Mais ici, on va suivre Marcus, qui est un jeune garçon qui a peur du noir. Donc là, vous le voyez, on est tout de suite dans une mise en page très, très illustrée, très dynamique. On a Marcus. Il était une fois dans un petit village, un garçon qui s'appelait Marcus. Il avait les cheveux roux et la figure constellée de taches de sang. Marcus détestait l'école. Il ne supportait pas de rester assis toute la journée à écouter l'institutrice répéter que les poissons-ci n'aiment pas les raies, ou alors qu'il faut lever la main avant d'ouvrir la bouche. Ici, Marcus, il voit des monstres la nuit. Il a vraiment une phobie de la pénombre. Il y a des événements assez inquiétants qui se passent la nuit, donc sa maman décide de lui offrir un animal de compagnie. Son animal de compagnie, c'est Arthur Lorenzo Dimitri Olivier, dit Aldo, et c'est un gecko assez particulier puisque c'est un gecko qui parle. Donc il va se lier d'amitié avec ce gecko qui est extrêmement sûr de lui, qui a beaucoup de bagou, et puis ensemble, ils vont un petit peu partir dans une chasse aux monstres complètement loufoque. Donc voilà, c'est un livre qui est assez sympa pour aborder les peurs, pour commencer éventuellement les petits romans d'épouvante ou de suspense. Voilà. C'est plus gêné de m'en parler devant tout le monde que devant 150 personnes. On va vraiment... Hop, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Mais c'est ça, on va voir des bestioles avec des tentacules. On est vraiment dans un type de récit qu'on connaît bien. Puis, vous le voyez, la narration est quand même super aérée avec une grosse typographie. Donc, ça ne fait pas peur aux jeunes lecteurs de s'atteler à ça. Donc, une fois qu'on a commencé les romans qui font un petit peu peur, mais pas trop, on peut après se plonger dans la série noire. La série noire, là aussi, c'est vraiment dans les grands, grands, grands classiques de la courte échelle. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui la connaissent déjà, probablement. Ouais, alors, moi, au fur et à mesure que je rencontre des enseignants, des enseignantes et des bibliothécaires, il y en a beaucoup qui me disent que cette série-là, c'est celle qui sort le plus de leur bibliothèque, que même, il n'y a que ça qui sort. Donc, ce qui est assez intéressant avec cette série-là, je vais vous montrer, c'est que donc, il y a une classification entre 2, 3 lunes et une lune. Voilà. Et puis, il y a aussi vraiment une différence dans les mises en page. Donc, ici, le champ maudit, on a une intrigue au milieu des champs de maïs, où on va avoir un protagoniste qui va chez son oncle, qui perd son chien dans les champs de maïs et qui fait une rencontre assez effrayante. Donc, comme vous le voyez, là, on a encore une illustration, là aussi, qui vient vraiment aérer la lecture. C'est des très, très bonnes plumes qui écrivent la série. Moi, je trouve qu'à chaque fois, on est vraiment dans un rythme haletant du récit. On va vraiment pouvoir s'adapter un petit peu au degré de frisson qu'aime ressentir le lecteur, parce que on va pas les catégoriser en âge. On a des lecteurs qui peuvent être un petit peu moins avancés en lecture, mais plus vieux en âge, donc qui vont se tourner vers les deux lunes, comme le contraire. Il y a souvent des nouveautés à apparaître, donc pour la série, je vous conseille vraiment d'aller visiter régulièrement le site internet de la courte échelle. Un des derniers en date, c'est le manoir Hillcrest. Le manoir Hillcrest, moi je l'ai ouvert, j'ai pas réussi à le refermer avant d'avoir fini. C'est vraiment hyper prenant. Je trouve que pour un deux lunes, il fait un petit peu plus peur que les autres. Ici, on est vraiment dans une histoire où il y a deux parents scientifiques qui élèvent leurs enfants d'une façon assez particulière et on se rend compte à la fin que c'est que c'est des gens qui ont une éthique de travail un peu particulière, qui ont capturé des enfants, qui les ont fait grandir dans la peur de l'inconnu. Donc il y a vraiment une espèce de profondeur psychologique qui est très très intéressante. Et puis, donc comme je vous disais, il y a plein de thématiques différentes. Le cinéma de l'horreur, un bruit dans les murs, où on va avoir une école infestée de rats. Je vous montre là aussi. Là, on voit que les illustrations perdent un petit peu
de place, même s'il y en a encore un petit peu, pour nous mettre au cœur de l'épouvante. Et puis voilà, là, le manoir Hillcrest, on en a encore aussi un petit peu, mais on est dans un niveau de densité des pages qui est un petit peu plus soutenu. Ça ressemble un petit peu à S. Dussault. Oui, ben, Sandra Dussault, c'est le manoir Hillcrest. Donc, voilà. Là, vous avez vraiment quand même beaucoup de tomes. Donc, si vous voyez que ça marche, je vous conseille de y aller parce que c'est très populaire. Alors, ensuite, je ne sais pas s'il y a des fans de poésie parmi vous, mais là aussi, la Courte Échelle ont conçu une série de poésie qui est très, très délicate, très, très sensible. Ici, on va s'adresser aux élèves de 11 ans et plus et 13 ans et plus parce qu'on va vraiment aborder des thématiques high-low. Donc, on va avoir, par exemple, dans l'appui des autres, la maladie, les troubles du comportement alimentaire, la violence domestique. C'est à chaque fois des écritures, comme je le disais, sensibles, mais aussi coup de poing. Là, avec Daphné B, on a des termes assez crus, on est vraiment dans la réalité de l'adolescent par rapport au malaise, par rapport au fait de vivre des émotions très, très intenses. J'ai sélectionné quelques petits passages. Alors, je vais vous lire ça. J'apprends que les je t'aime et les injures s'accordent. C'est un mensonge douillet, peut-être plus facile que de penser qu'on ne m'a jamais aimé pour vrai. Mais c'est quoi aimer? C'est l'histoire d'un zoo où les employés aiment les animaux? Ils sont trop choux avec leurs petites pattes, leurs petits museaux, leurs petits yeux. Pourtant, quelque part dans cet amour, il y a aussi des cages. La prof d'anglais nous parle de son trouble alimentaire. Elle nous dit que tu es à l'hôpital, que ce n'est pas ta faute. Pardon, la prof nous parle de ton trouble alimentaire. Elle nous dit que tu es à l'hôpital, que ce n'est pas ta faute. Si un oiseau mange tes ailes à l'intérieur de tes yeux, alors avant même de te connaître, je signe la carte. J'espère qu'un jour tu seras sauvé. J'ai toujours voulu prendre soin des oiseaux. J'en ai un sac plein à l'intérieur de mon vide. Des oiseaux de tous les bleus du monde, piscines ou papillons, couleur blessure. Je rêve du jour où tu te retrouveras des ailes. Je te montrerai mon sac d'amour qui n'a encore sauvé personne. Tu verras. Mon cœur, c'est le genre de miracle qu'on ne se lance pas en bas. Non, pardon. Mon cœur, c'est le genre de miracle qu'on ne lance pas en bas d'un pont. Le genre de muscle qu'on ne met pas dans une boîte. Donc voilà. Vous voyez la mise en page qui est assez aérienne, très éthérée. Donc là aussi, c'est parfait pour des lecteurs qui sont un petit peu récalcitrants parce que on leur fait pas peur avec des gros pavés de poésie. On retrouve Simon Boulris ici avec Les garçons courent plus vite. Donc là, on a une note de l'auteur qui commence un petit peu comme avec Le pelleteur de nuages où il nous met en contexte la raison de son écriture. Le test de course navette de 20 mètres, aussi appelé test léger, course navette, course bip ou test léger navette, est une épreuve d'effort physique. Il s'agit d'une course qui exige des allers-retours de 20 mètres. Le coureur doit franchir la ligne avant que se manifeste le signal sonore, soit un éloquent bip. Les bips retentissent à intervalles de plus en plus serrés, de minute en minute. Ce test a été créé par Luc Léger, docteur enseignant à l'Université de Montréal. Il est utilisé dans le domaine sportif et en milieu de travail, où une bonne aptitude physique aérobie est essentielle, ainsi qu'en milieu scolaire. En effet, depuis 1980, dès la première année du secondaire jusqu'au cégep, le test de course navette de 20 mètres crée un désarroi chez certains et certaines jeunes au cardio catastrophique, comme le mien dans les années 90. Le livre est dédié à ceux qui courent derrière. Si vous avez l'impression que vous courez, même si vous allez très lentement, personne ne peut vous dire le contraire. Et puis, donc voilà, on rentre tout de suite dans une mise en page qui est très, très dynamique, très rythmique, avec les bips. On rentre au gymnase. Une autre citation. Vous creusez aller-retour à l'excès et je suis derrière vous. L'écho fait son travail. Les semelles naguent crient à tue-tête. Les respirations pulsent contre les murs. Ça rebondit et nous revient. Immunisé contre le génie sportif, j'avale le souffle des autres.
la magie n'opère pas. Donc, on sent vraiment le décalage, le malaise au fil de ces histoires-là. Ici, Peigner le feu de Jean-Christophe Réel, on va vraiment être sur l'angoisse quand on change de contexte scolaire, par exemple, qu'on va au secondaire. Et puis, dans les nouveautés, on a « Je n'aurai plus jamais peur des migrations ». Donc, comme vous le voyez ici, on a vraiment un style graphique particulier. On va avoir une calligraphie en lettres, comme si on avait découpé des journaux. Ici, on pose la question de est-ce que l'amitié peut survivre à un déménagement, puis est-ce que l'amitié peut survivre à l'adolescente, puisqu'on suit une jeune fille qui déménage pour la côte nord, qui perd son ami de toujours, puis qui finit par se trouver elle-même. Donc, quand elle retrouve son ami, les choses sont plus exactement pareilles. Leur lien s'est un petit peu distendu. Donc là aussi, c'est intéressant de voir comment les événements transformateurs peuvent changer notre perception, comment on se découvre à l'adolescence. Donc voilà, c'est vraiment une super belle collection de poésie. Et puis voilà, ça peut donner lieu à des marathons de poésie dans la classe. On peut avoir un club de lecture autour de cette série qui s'articule. Comme je vous le disais, sur le site de la courte échelle, il y a vraiment beaucoup d'outils pédagogiques aussi pour cette série, donc avec des pistes d'exploration, des espèces de petites capsules vidéo. On va vraiment rentrer dans l'univers des auteurs et des autrices avec, en tout cas, du contenu très, très bien pensé. C'est hyper punché. Il y a des choses un petit peu tendres et pop en même temps. Donc, on vient bien rejoindre notre lectorat préadolescent et adolescent. On va finir la présentation de la courte échelle avec vraiment un petit peu plus de romans et des livres pour nos meilleurs lecteurs. J'ai sélectionné Il faut partir Casimir. Donc, en fait, ça fait partie d'une série en vers libre. Donc là, on est vraiment entre le roman et la poésie. On va suivre Casimir et sa famille qui reçoivent une note d'éviction. Donc, comme vous le voyez, là aussi, on a une mise en page très, très épurée, très espacée. Et puis, un style d'écriture qui va vraiment résonner, qui va vraiment être extrêmement rythmé, un petit peu comme de la poésie, en fait. Aujourd'hui, c'est vendredi, ma journée préférée. Enfin du temps libre. En plus, lundi, c'est pédago. Je rentre chez moi avant tout le monde. Mon sac tombe dans l'entrée comme s'il savait ce qu'il avait à faire. Mes pieds sortent de mes souliers et je me sers un grand verre de lait avec une paille en métal. Coup de génie du vendredi. Je prends une cuillère, 2 élastiques, je fixe la cuillère sur ma paille. Ça s'appelle une cuille-paille. Je verse le lait dans un bol à motif de chaton scintillant. J'ajoute des céréales. Je peux manger mes céréales et boire le lait en même temps. C'est splendide. Donc voilà, on part à la rencontre de Casimir, qui est un petit garçon très très ingénieux. On a un petit peu d'illustration pour venir ponctuer la lecture. Et puis, hop, on a des pages comme ça. Oups. Le reste de l'après-midi, ma mère me donne plus de bec qu'elle ne dit de mots. Ses yeux sèchent alors que les miens se mouillent. Et quand ses larmes coulent malgré elle, je lui apporte un verre d'eau ou autre chose. Et elle fait pareil pour moi. Donc voilà, on a vraiment des petits instantanés dans la vie de Casimir et sa famille. On va suivre son au revoir, l'arrivée dans la nouvelle maison. Donc voilà, là encore pour les transitions, les ruptures, l'apprentissage des difficultés dans la vie, c'est pas mal. Et puis, toujours en vers libre, on a Enterrer la lune. Enterrer la lune, c'est vraiment un des ouvrages phares des dernières années de la courte échelle. C'est hyper fort, hyper poignant. C'est vraiment un récit très, très émouvant. On va partir ici en Inde, dans le village de Latika, et on va se rendre compte que des choses extrêmement usuelles pour nous, comme le fait d'avoir accès à l'eau potable et notamment aux toilettes, ça peut influencer notre confort de vie et puis jouer vraiment sur les inégalités hommes-femmes. Ici, on est vraiment entre l'illustration et le vers libre.
On va vraiment nous parler de la honte, de la difficulté de rejoindre, enfin en tout cas d'avoir accès à l'éducation. C'est très très beau. Et puis avec ce livre-là, il fait aussi partie de la série À l'écoute, donc je voulais vous faire écouter aussi un autre extrait, enfin un autre balado de cette série-là pour que vous voyez que le premier extrait que je vous ai fait écouter, on était vraiment dans un ton très humoristique, très léger, assez théâtral. Et puis quand on va aller aborder des sujets plus graves, on a vraiment un contenu un peu plus sensible. Donc là aussi, je vais me mettre en partage d'écran pour quelques minutes. C'est toujours le même principe, vous avez les fiches pédagogiques et pour l'enseignant et pour l'élève, donc vous pouvez vraiment aller avoir des outils clés en main pour aborder ces contenus-là. Alors, ce ne sera pas long. Et voilà. Les inégalités entre les hommes et les femmes. Vous entendez bien? Et voilà le travail. Ma pancarte est prête pour la marche de cet après-midi. Toi, as-tu déjà pris part à une marche pour une cause qui te tient à cœur? Moi, je le fais chaque année. Tous les 8 mars, je souligne la Journée internationale des droits des femmes. Je me fabrique une pancarte comme celle que je viens de terminer et je me joins à un grand groupe de personnes qui, comme moi, veulent que l'égalité entre les hommes et les femmes soit reconnue partout sur la planète. L'égalité entre les hommes et les femmes, ça veut dire que tous les humains, peu importe leur genre, sont traités de la même façon. Ils ont les mêmes droits et les mêmes possibilités. Actuellement, partout dans le monde, il y a des injustices envers les femmes. Plusieurs de ces injustices proviennent d'anciennes lois politiques ou religieuses qui ont encore des conséquences aujourd'hui sur les personnes de genre féminin. Par exemple, tu sais peut-être que certains enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école. Mais savais-tu que les filles sont davantage touchées par cette réalité? Dans certains pays, on empêche les filles d'aller à l'école parce qu'elles doivent plutôt aider les membres de leur famille avec les tâches ménagères et les soins. D'autres vont à l'école, mais ne peuvent pas y rester longtemps parce qu'elles sont obligées de se marier très jeunes. Après quoi, sans avoir vraiment le choix, elles deviennent mamans. C'était aussi une réalité courante au Québec il y a plusieurs années. En empêchant les filles d'aller à l'école, on les prive de connaissances et d'occasions de réaliser leurs rêves et de devenir indépendantes. Souvent, elles ont de moins bons métiers que les garçons et gagnent moins d'argent. Parlant de salaire, savais-tu que les femmes gagnent moins d'argent que les hommes? Et ce, même si elles accomplissent les mêmes tâches? C'est la réalité aujourd'hui partout dans le monde, comme ici au Canada. C'est vraiment injuste, hein, tu trouves pas? Il y a aussi certains domaines d'emploi où les femmes sont sous-représentées. Par exemple, il y a quelques dizaines d'années au Québec, les postes de chauffeurs d'autobus étaient réservés aux hommes seulement. Heureusement, cet emploi est maintenant accessible à tout le monde. Mais encore aujourd'hui, il y a des pays où les femmes ne sont pas autorisées à pratiquer certains métiers réservés aux hommes. Et il y a aussi des endroits où les femmes ont besoin de la permission de leur mari pour travailler. Donc voilà. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu la différence de ton, de contenu, d'interprétation dans la série entre des choses très très légères et puis des choses un petit peu profondes. Et puis, puisqu'on est dans les choses toujours un petit peu profondes, j'ai aussi sélectionné Seul, lui aussi fait partie de la série À l'écoute. C'est un ouvrage qui est absolument magnifique. Moi, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour cet ouvrage-là. Ici, on suit le parcours migratoire de 3 adolescents. On est dans un parti pris graphique extrêmement fort, donc on est vraiment dans la trichromie. Ouais, moi aussi, j'adore ce livre. Je ne sais pas si c'est de celui-là dont vous parliez, Sylvie. Mais on va suivre ici donc 3 situations différentes, 3 personnages différents. On va suivre Afshin, Alain et Patricien. Un qui vient d'Iran, un qui vient du Burundi, une qui vient de l'Ouganda et qui ont vraiment des parcours migratoires causés par différents contextes. Celui-là, il est assez intéressant à mettre en parallèle avec C'est quoi un réfugié d'Élise Gravel, parce qu'on peut vraiment traiter de ce sujet-là avec 2 approches singulières. Ici, on est dans des témoignages documentaires. Donc, on va vraiment être dans
un récit autobiographique. C'est écrit à la première personne. On va suivre comment, quand on est réfugié, quand on est migrant, notre quotidien peut basculer absolument en un claquement de doigts, comment on peut être un enfant heureux, être dans une famille aisée, avec des parents extrêmement éduqués, qui ont une bonne situation, pour se retrouver complètement à la merci des passeurs, pour se retrouver seul, démuni dans la pauvreté, dans la maladie. Donc voilà, on suit, comme je l'ai dit, donc des histoires extrêmement différentes. On va prendre le point de départ à chaque fois. Le chapitre 2, la fuite. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est qu'à la fin, on découvre... Donc, on a du contenu documentaire. On nous dit, chaque année, plus de 400 enfants font le même chemin qu'Afshin, Alain et Patricia et arrivent seuls sans leurs parents au Canada pour demander refuge. Une place ici les attend. Et à la fin du livre, on a le portrait des protagonistes du livre. On a Afshin à 49 ans. Il est marié, il a 2 enfants de 11 et 22 ans. Il travaille à l'hôpital comme technicien en radiologie. 6 ans après son arrivée au Canada, sa mère est finalement venue le visiter. À l'aéroport, je vois ma mère, je cours dans ses bras, je respire son odeur et je redeviens un enfant. Afshin a habité chez Papa Lozon pendant 8 ans, même passé sa majorité tellement il était bien. Papa Lozon est maintenant décédé. Donc on voit qu'il y a des figures très bienveillantes. Le Papa Lozon, c'est un monsieur, un grand philanthrope qui accueille les enfants migrants chez lui. Donc voilà, à chaque fois, on nous donne un petit peu de contenu sur comment ils ont réalisé leurs rêves. Ici, Alain, qui a poursuivi sans relâche son rêve de devenir policier tout en œuvrant comme travailleur social auprès des jeunes de la rue. À 26 ans, il est devenu le premier policier canadien d'origine burundaise. C'est une victoire, non seulement pour moi, mais pour tous les jeunes burundais. C'est une démonstration que tout est possible. Moi, je suis de première génération et d'autres pourront dire je peux être médecin. Et puis Patricia, presque exactement 2 ans après son arrivée, Patricia est officiellement acceptée au Canada comme personne sous protection et peut ainsi demander sa résidence permanente. Elle est arrivée avec un sac à dos ne contenant presque rien. Maintenant, lorsqu'elle change d'appartement, il lui faut un camion. Elle s'enracine tranquillement. J'aime bien aussi à la fin le glossaire qui nous permet vraiment d'aller dans la spécificité du droit d'asile, des passeports et des visas, de qu'est-ce que c'est une situation régulière, et puis qui permet un petit peu d'avoir la, la possibilité d'ajouter de la finesse à différents parcours, de se dire ben, tous les migrants et tous les réfugiés ne vivent pas la même histoire, donc ça permet de nuancer le propos, c'est assez intéressant. Donc, voilà pour Seul. Ensuite, on va être dans une thématique un petit peu plus d'éducation aux sentiments, à la sexualité, au corps, avec cette série-là de Lucia Zamolo. Ça aussi, moi, ça a été des livres absolument coup de cœur quand je les ai ouverts. J'ai adoré le fait qu'on soit entre le journal intime, le roman graphique. On a vraiment une signature visuelle extrêmement forte ici. Pardon. On commence avec C'est beau le rouge, qui traite donc du cycle menstruel, un petit peu de la honte, du malaise qu'on peut ressentir lorsqu'on a ses règles. On nous donne la définition du syndrome prémenstruel. Et puis, on a vraiment une jeune fille qui va découvrir son corps avec... Il y a quelque chose d'extrêmement intime, je trouve, la façon dont c'est écrit, puis aussi dans la façon dont c'est dessiné. On a vraiment l'impression de rentrer complètement dans sa tête. Donc voilà. En gros, c'est beau le rouge, c'est un peu un ode à une féminité, au fait d'être libérée de ses soucis, de pouvoir en parler sans tabou. On va avoir des petits... en fait, on va avoir une façon de dédramatiser le propos, on va avoir des recettes de tisane, on va nous dire que oui, c'est beau le rouge, comme vous le voyez. Puis on a le même principe ici avec un éléphant assis sur le cœur. Un éléphant assis sur le cœur, en gros, c'est le contraire de avoir des papillons dans le ventre. Donc on est vraiment sur le fait de mettre
deux métaphores, deux figures de style en opposition. Un éléphant assis sur le cœur ou pourquoi les peines d'amour ont du bon. Ici, on va nous apprendre que l'amour est le plus beau sentiment du monde quand on vient juste d'avoir le coup de foudre et qu'on voit la vie en rose. Mais moi, quand j'ai le cœur brisé, je trouve parfois que c'est le pire sentiment du monde. On voit que ses lunettes roses sont cassées. Donc, ici, on va vraiment se mettre à hauteur de l'adolescent ou de l'adolescente, un petit peu comme avec C'est beau le rouge. On va voir que dans ces moments-là, on a l'impression d'être incompris par tout le monde et notamment par ses parents. Ça va permettre de nous dire qu'on peut avoir le cœur brisé si on a 12 ans, 14 ans, 18, 32 ou 54. On va apprendre à traverser les différentes étapes d'un chagrin d'amour. Donc, on a la colère, le déni, la tristesse. Enfin, il y a vraiment toutes les étapes qui sont expliquées en détail. On va avoir un petit contenu qui nous apprend, par exemple, pourquoi Platon ou Socrate pensaient que était constitué d'une partie féminine et d'une partie masculine, et c'est pour ça qu'on est toujours à la recherche de notre âme sœur pendant toute notre vie. Et puis, voilà, on nous dit, quand tu es en peine d'amour, aime-toi toi-même, répare ton cœur, mets-toi au tricot, vois des amis. Surtout, ne te plonge pas dans une autre histoire d'amour. Donc, on va vraiment décrypter un petit peu toutes les étapes et puis tous les états dans lesquels on va se mettre. Il y a des phrases très, très drôles. L'héroïne va nous dire qu'elle a l'impression de ne pas survivre parce que dès qu'elle croise du houmous dans un supermarché, elle pense à son ancien amoureux qui faisait le meilleur houmous du monde et elle se demande comment elle va faire pour ne plus croiser de houmous pendant qu'elle a vraiment très mal au cœur. Puis, à la fin, on a la recette du meilleur houmous du monde pour se sauver et en créer un nouveau et se dire que non, les peines d'amour, ce n'est pas la fin du monde, qu'on peut y survivre. Donc voilà pour les petits romans graphiques de Lucia Zamolo. Toujours dans les premiers romans, on va avoir Où es-tu? Ici, donc, Où es-tu? Ça, c'est un très, très beau roman qui parle de comment une situation catastrophique, un incendie, l'héroïne va perdre son chien. Il y a vraiment quelque chose de très, très haletant. Ça parle de précarité, de délocalisation, de comment, de résilience, de comment on fait face aux obstacles de la vie. Je dirais à partir de 12 ans. C'est vraiment un très, très bon roman. On a aussi Les carnets de novembre de Marie-Hélène Jarry. Donc là, on va être sur une relation épistolaire entre deux élèves. Ça parle d'état dépressif, de comment on peut aider quelqu'un grâce à des mots, grâce à l'amitié, comment on s'en sort. Voilà, il s'est ponctué là aussi de petites illustrations pour venir aérer la lecture. C'est vraiment pas mal. Ensuite, L'inoubliable. Alors, L'inoubliable, c'est un roman qui est particulier puisqu'il traite du deuil périnatal. C'est un sujet qui est peu abordé dans la littérature, notamment dans la littérature jeunesse, et ça va vraiment parler d'un espèce de deuil blanc, d'un deuil d'une petite sœur que l'héroïne n'a pas connue. On a vraiment, donc ici, on a Mimi. C'est une écriture, moi j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il y a vraiment une écriture rythmée. C'est une écriture qui est sonore parce elle écrit comme un journal intime à la vieille dactylo. Et puis, il y a en différents niveaux de lecture, il y a une histoire familiale donc très particulière avec une petite sœur qui est morte, qui est morte-née, enfin qui a jamais vécu. Il y a les familles recomposées. Il y a la différence de personnalité avec sa meilleure amie qui est très exubérante. Il y a la découverte des sentiments. C'est vraiment très, très joli. On est dans quelque chose de très, très intime, de très sensible. Euh, donc vraiment, voilà, à la recherche de sa personnalité. Moi, j'ai vraiment adoré ce roman-là, L'inoubliable. Il y a aussi Noël à contretemps. Donc Noël à contretemps, il est absolument parfait à poser sur une tablette avant Noël,
à partir du mois de décembre. Moi, j'ai trouvé très intéressant ce roman-là, puisque ça sent la cannelle, mais ça sent aussi le rock and roll, le perfecto et les salles de concert. Ici, on va suivre Anaïs, qui a 17 ans, qui part dans une espèce de... En fait, qui part dans une chasse au trésor. Il y a le groupe préféré de son père qui s'appelle Plush Romance, qui met en vente la dernière paire de billets pour aller assister à son show le lendemain de Noël. Et puis Anaïs, donc c'est vraiment une adolescente un peu gothique, un peu rockeuse, qui s'est construit une personnalité de dur à cuire pour ressembler, en tout cas pour plaire à son papa qui est un musicien un petit peu artiste maudit. On voit que son papa est là en filigrane, qu'il n'est pas toujours présent, qu'il n'est pas toujours très fiable. Ses parents viennent de se séparer. Et donc, Anaïs part à la poursuite de ses derniers billets avec, là aussi, sa meilleure amie, qui est très différente d'elle. On va dans des endroits assez iconiques de Montréal. On va à l'Escobar. Ensuite, on va au marché de Noël de Québec. On découvre vraiment des lieux assez iconiques. Pardon. Et puis, en filigrane, il y a une rencontre avec un garçon. Donc là aussi, la découverte des sentiments, la construction de l'identité, parce que tout le long du roman, Anaïs se pose la question de pourquoi elle part dans cette quête qui est si importante pour elle. On se rend compte que c'est pour se faire aimer d'un père absent. On se rend compte qu'elle joue à la dure à cuire, mais qu'à l'intérieur, elle est vraiment tendre comme de la guimauve. Il y a plein de petites scénettes qui restent vraiment gravé dans l'imaginaire du lecteur. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une espèce de bande-son aussi avec ce livre-là. On nous parle de groupes de rock hyper connus, donc on va vraiment toucher notamment les lecteurs qui aiment le grunge, qui aiment le punk rock. C'est assez sympa. Et oui, comme le dit Nathalie, ça se lit super rapidement. Le rythme est assez haletant, donc c'est très sympa à lire. Et puis, je vous ai gardé pour la fin Cancer ascendant autruche. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu. Ouais. Alors, Cancer ascendant autruche, je vous conseille fortement d'avoir une boîte de Kleenex pas loin quand vous le lisez, parce que ça peut donner lieu à des grosses effusions lacrymales. On passe du rire aux larmes, vraiment, pendant cette lecture-là. Moi, j'ai adoré l'écriture de Julie Champagne. On va à la rencontre de Sam. Sam, c'est une adolescente extrêmement intelligente, qui est passionnée d'astronomie et qui vit un grand drame, qui découvre que sa maman est atteinte d'un cancer incurable. Donc Sam, elle a une espèce de personnalité où elle prend les choses de façon très, très... Oui, c'est vrai, Eve, c'est très bon, mais c'est aussi très triste. C'est aussi très lumineux, hein. Comme je le disais, on passe vraiment... Sam, l'écriture, il y a vraiment des bijoux d'humour, de sarcasme. Il y a beaucoup d'ironie. On a une héroïne extrêmement attachante. Et donc Sam, quand elle découvre que sa mère a le cancer, au lieu de se lamenter et de vivre ses émotions, elle va se lancer dans le lancement d'une campagne de levée de fonds en catimini derrière le dos de ses parents. Donc, on suit tout ça, on suit sa carapace se fissurer, on suit la maladie de sa maman s'aggraver. C'est hyper, c'est très lumineux quand même parce que elle remue ciel et terre pour trouver des fonds. Elle est vraiment dans l'adversité. Donc, c'est hyper savoureux. Et puis, il y a énormément de second degré. Il y a une espèce de mise en rapport de mise en dualité entre l'astrologie et l'astronomie. Donc, il y a vraiment elle critique toutes les approches New Age. Elle veut écrire des courriels d'insultes à la naturopathe de sa mère. Enfin, c'est vraiment, il y a des petits bijoux. Elle va même jusqu'à écrire des courriels à Dieu, à Bouddha. Vous voyez, dans la mise en page, on a vraiment des petites mises en forme comme ça qui vont venir appuyer le propos. Et puis, c'est une écriture hyper précise, hyper touchante. Voilà, on fait des montagnes russes avec les émotions, mais on s'accroche très très fort à ces personnages-là. Donc voilà pour la courte échelle.